Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade. Alors bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, on reprend les balades. Ça y est, j'ai un peu plus de matos qu'il faut pour le faire. Surtout un stabilisateur parce que je sais que vous m'avez pas mal conseillé. Va y avoir pas mal de marches, donc c'est vrai que ça va être un peu plus pratique. Donc voilà, on va attaquer la deuxième vraie balade entre guillemets. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dans la Hague. On va dans la Hague. Alors, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. On va parler de gens connus aussi. On va voir leur maison notamment. Voir même tombes aussi. Et puis voilà, plein d'autres choses. Donc en espérant que tout ça va vous plaire. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, premier lieu où nous nous trouvons pour cette balade, c'est le hameau Gruchy à Grévillhague, où est né le 4 octobre 1814 Jean-François Millet, voilà, comme vous pouvez voir sur le socle de son buste qui se trouve à l'entrée du village. Jean-François Millet, c'est l'aîné d'une famille de paysans, mais qui dans sa jeunesse s'est instruit en partie grâce à son oncle qui était curé, donc il s'est vite intéressé un petit peu à tout, quoi. À côté, il travaille quand même à la ferme familiale, et ça jusqu'à ses 20 ans. Et puis ensuite, il est envoyé à Cherbourg par son père pour apprendre le métier de peintre, déjà à l'époque. Et il s'exerce en reproduisant des tableaux du musée Thomas-Henry, donc que je vous avais présenté dans la première partie de la vidéo sur Cherbourg, où on trouve d'ailleurs maintenant des œuvres de Millet, quelques-unes du moins. Ensuite, il a quitté Cherbourg pour monter à Paris en 1837. Voilà, il a étudié aux Beaux-Arts. Il a continué sa formation finalement. Donc il s'est spécialisé en particulier dans les peintures murales. Bien sûr, murales. Le gars il a repeint des murs dans les peintures rurales. Son plus célèbre tableau étant d'ailleurs l'Angélus, où on voit deux paysans, un homme et une femme, en train de prier au milieu de leur champ. D'ailleurs, je crois qu'à la base, ce tableau, ça représentait pas du tout ça. Ça représentait un couple en deuil sur la tombe de leur fils. Ça doit être ça, parce qu'ils ont décortiqué le tableau, entre guillemets, et ils ont fait cette découverte-là. Alors ensuite, il mettra également en peinture le village de Gruchy. Voilà, la maison où il est né, le puits qui se trouvait juste en face de sa maison. Et puis le Castel-Vendon, le rocher du Castel-Vendon, voilà, qu'on peut voir en passant par les chemins du sentier des douaniers. Donc Millet est mort à Barbizon, en Seine-et-Marne, le 20 janvier 1875, et il est enterré dans la même commune. Donc ne cherchez pas sa tombe à Grévillhague, vous la trouverez pas. Par contre, la maison se visite, et certaines de ses œuvres, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, sont exposées à Cherbourg. Voilà pour Jean-François Millet. Nous voilà maintenant à Éculville, et plus précisément dans la baie de Kervière, située sur le sentier des douaniers, le GR 223, donc que je vous explique vite fait quand même, hein, c'est un chemin de randonnée qui va de Honfleur jusqu'au Mont-Saint-Michel.
Donc c'était le sentier qu'utilisaient les contrebandiers, notamment hein, pour faire leur trafic, hein, d'où le terme de sentier des douanières. Vous trouvez à pas mal d'endroits des cabanes de douane, justement. Sur les chemins de la baie de Kervière, on trouve quelques petites maisons abandonnées, même en ruine. Alors il y en a certaines, on ne sait pas vraiment si elles sont... Enfin, il y en a une du moins, je ne sais pas si elle habitait ou pas. Il y en a d'autres, oui. Bon, maintenant, elles sont laissées, alors, pas à l'abandon, mais elles sont plus habitées, car la baie de Kervière, niveau accès, c'est pas trop ça. Vous pouvez pas y accéder autrement qu'à pied, via directement le sentier. Alors, vous pouvez voir le long du chemin un amer. Alors, qu'est-ce que c'est un amer? A-M-E-R, comme quelque chose d'amer. C'est un point de repère fixe et qui est identifiable depuis la mer. Donc, ça sert en fait à la navigation maritime. Je pense que c'était pour éviter de se prendre les rochers en pleine poire. Voilà, à défaut d'avoir un phare, il y avait... à défaut d'avoir un phare la nuit, il y avait un amer le jour. Alors ça peut être d'autres choses, hein. Des fois il y a même des clochers d'église qui servent d'amer. Là c'est un grand mur blanc. Dans cette partie de la baie, on trouve aussi je pense que c'est un ancien blocos. En tout cas, ça y ressemble. De toute manière, ça s'est battu aussi dans ce coin-là, puisque la plupart des Américains venaient de la mer pendant la Seconde Guerre. Donc évidemment, les Allemands se postaient en bord de mer. Il y avait même le mur de l'Atlantique. Bon, il allait peut-être pas jusque-là, mais du moins, ça allait quand même en bord de mer. Et puis on peut voir les ruines d'une ancienne ferme qui daterait du XVIe siècle. Et justement, pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, ça a été un point stratégique de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre, justement. D'où son état, parce que malheureusement, les fermiers qui y vivaient ont été expulsés. Puis ensuite, le bâtiment il s'est retrouvé démoli. Il a été démoli, mais il a été démoli pour une bonne raison, c'était que les Allemands voulaient éviter... que ce soit un appui pour un débarquement allié ou même un repère justement pour les alliés. Et à la libération, la ferme n'était plus exploitable malheureusement parce qu'elle était plus en état, elle était déjà dans cet état-là. Et puis, comme je vous ai dit, l'emplacement, vous pouvez accéder à la ferme que par des tout petits chemins. Donc en fait, il n'y a plus personne qui vit par là. Mais malgré tout, le conservatoire du littoral a permis à la ferme d'être sauvegardée et d'être mise en valeur. Voilà, vous avez des panneaux explicatifs qui montrent notamment à quoi ressemblait la ferme à l'époque. Et puis pour finir sur la baie de Kervière, vous avez les ruines d'un fort, le fort de Lede, en 2 mots. Voilà, je vous l'écris de toute façon. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce fort. Il date très vieux. Et il protégeait sûrement la côte. Ça devait être... il devait y avoir une muraille, une forteresse, je ne sais pas.
Mais voilà, à l'heure actuelle, il reste pas grand-chose du fort. Donc ça, c'était pour la baie de Carrière. Depuis le fort, on a la vue sur le petit port du Hable à Aumonville-la-Rogue. Alors c'est le principal port de pêche de Lac, d'ailleurs c'est quasiment un des seuls, hein. Il y en a pas beaucoup pour le coup. Il est spécialisé dans les crustacés et les ormeaux. Il est abrité d'une longue jetée. Et le port a la particularité d'être accessible à tout moment, c'est-à-dire que la marée soit haute ou basse, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les ports. Et le port du Hable, il avait été retenu par Vauban à l'époque pour la construction d'une future rade dont on a parlé précédemment bien sûr dans la vidéo de Cherbourg. Et la rade en question bien sûr sera celle justement de Cherbourg. Alors j'en ai profité de ce passage à Aumonville-la-Rogue pour vous montrer l'église, que je trouve plutôt belle, hein. Bon, comme la plupart des églises, vous allez me dire, je suis pas compliqué au niveau de ça. C'est une église qui date du XIIIe siècle. Dans laquelle on peut voir notamment un baptistère du XVIIe siècle. Une statue de Saint Thomas Becket qui était archevêque de Canterbury. Ou un superbe siège à baldaquin de style Renaissance. Et également un ex-voto de bateau. Et pour information, un ex-voto, c'est une offrande faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue après en avoir formulé le vœu. Pour ceux qui n'avaient jamais entendu ce terme, nous on a
pas mal d'églises où il y a des ex-voto comme ça de bateaux. Bah, en général, c'est dans les communes portuaires, donc c'est pas une décoration. Hein. Les ex-voto, sinon, dans les églises, c'est les plaques qu'on voit souvent accrochées au mur avec remerciements à Notre-Dame, à Sainte-Thérèse, enfin à qui vous voulez, après avoir été soigné d'une maladie ou quoi que ce soit. Et avant de quitter Aumonville-la-Rogue, petit passage vers une grotte qui est tout simplement une représentation de la grotte de Lourdes. On en a pas mal dans la région, même je dirais rien que sur le Cotentin déjà, il y en a un certain nombre. C'est juste pour le petit clin d'œil. Deuxième personnalité de cette vidéo, à Aumonville-la-Petite. On a été à Aumonville-la-Rogue juste avant, là c'est Aumonville-la-Petite. C'est Jacques Prévert qui est enterré dans la commune avec sa femme et sa fille, ainsi qu'un de ses plus proches amis, Alexandre Troner, qui était décorateur dans le cinéma et le théâtre. Voilà, Jacques Prévert, donc célèbre poète évidemment, qui est né à Neuilly-sur-Seine le 4 février 1900. Poème en général qu'on apprend à l'école, hein, on est forcément passé par là au moins une fois dans sa vie. Elle a écrit aussi des chansons, des textes pour le théâtre, des scénarios de films. Il a fait un petit peu tout dans sa vie. Et en 1971, après avoir vécu longuement sur Paris, je crois même qu'il a vécu dans le sud de la France, il me semble, en Provence, si je me souviens bien, il a acheté une maison ici dans la Hague, à Aumonville-la-Petite, où vivaient à l'époque la plupart de ses amis. Et il y est mort le 11 avril 1977, et donc il avait décidé de se faire enterrer dans le petit cimetière de la commune. Et donc, Troner qui s'est fait enterrer juste derrière lui. Et ce qui est marrant, c'est que sur la route qui mène à sa maison, il y a un petit parc qui a été aménagé, où l'on peut voir une représentation de Prévert et Troner assis sur un banc. Alors ça avait beaucoup fait parler d'ailleurs cette statue entre guillemets parce que je crois que c'est une des petites filles de Prévert, pas vraiment pour l'idée de mettre la statue ici de son grand-père. Bon, l'histoire a dû être réglée puisque la statue est toujours là. Et je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Alors dans le parc aussi se trouve la plante préférée de Prévert. Alors, on la retrouve un peu partout aussi, enfin dans le jardin de sa maison. C'est du Gunéras. Gunéras, je sais pas comment on dit, voilà, c'est des grosses feuilles qu'on trouve en général au bord des rivières. Voilà, donc pour le petit clin d'œil. On les retrouve aussi alors dans le jardin hommage à Prévert, donc ça je voulais pas filmer, mais en gros à quelques kilomètres de sa maison il y a un jardin qui a été où il avait l'habitude de se promener, voilà, qui a été fait par un de ses plus intimes amis qui d'ailleurs s'occupe toujours du jardin. C'est lui qui nous accueille, il est très sympathique. On a eu la chance de faire connaissance avec lui. Je vous mettrai au pire le lien du site. Alors comme pour Millet, la maison de Prévert se visite. Vous pouvez voir notamment le bureau où il travaillait. Bon, ça a été un petit peu remodifié parce que de temps en temps ils organisent des ateliers pour les enfants. Voilà, vous avez une petite salle qui a été aménagée en cinéma entre guillemets, voilà, pour voir un peu la vie de Prévert. Et maintenant on va pouvoir aller faire un petit tour dans l'église.
Alors une église toute simple, mais j'aime bien le style avec son clocher à clocheton. Oui, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Une église qui date du XIVe siècle. Avec notamment les fonds baptismaux du XIVe siècle. Très joli bas-relief dont un de la Charité Saint-Martin qui date du XVe siècle. Donc je vous laisse profiter un petit peu voilà, de la visite de l'église, hein, j'ai rien à dire de plus en particulier. Et on se retrouve pour le lieu suivant. Je vous présente à présent l'un des plus petits ports de France. Alors dans le Nord Cotentin, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs, hein, ils se disputent un petit peu la place de plus petits ports, mais en tout cas on a le port Racine qui date du début du 19e siècle, très connu hein, dans le coin. En général les gens qui viennent visiter Lac, c'est un des lieux qu'ils font sans hésitation. Aux origines, donc c'est le corsaire français François Médard Racine, voilà, qui a construit ici à Saint-Germain-des-Vaux, donc c'est la commune où se trouve le port, une petite jetée de pierres pour y mouiller ses navires. Aujourd'hui, le port il est composé de 27 places. Alors très compliqué d'en avoir une, il faut attendre en gros que quelqu'un s'en aille de lui-même. Il est très, très convoité. Et le port il est reconnaissable hein, par ces petites cabanes de pêche qui longent la jetée, qui longent le quai, pardon, avec ses portes colorées. Nous nous trouvons maintenant donc au cap de la Hague, sur la
commune, enfin commune de Goury. C'est la commune d'Ozerville, mais voilà, le coin s'appelle Goury. On est au bout du Nord Cotentin et même du département de la Manche. Et voilà, la première chose qu'on aperçoit en se dirigeant vers ce cap, c'est le monument en hommage aux naufragés du Vendémiaire. Donc c'est un sous-marin français qui a coulé au large du cap de la Hague justement, le 8 juin 1912, avec 24 marins à son bord. En fait, lors d'une manœuvre, alors qu'il remontait en surface, il est heurté par un cuirassé, le Saint-Louis, qui n'a pas pu l'éviter, et le sous-marin s'est donc brisé en deux et a coulé. Les courants ici sont tellement puissants, donc c'est les courants du raz Blanchard, donc les plus puissants d'Europe, je crois. Du monde, je suis pas sûr. D'Europe, oui. Les courants étant trop élevés, et ben aucun sauvetage ne fut possible à l'époque, par manque de moyens, on va dire. Au loin, vous apercevez le phare de Goury, un phare construit en pleine mer à partir de 1834. Un phare qu'il a été difficile d'ériger, puisque d'abord il est sur un petit rocher. Voilà, petit c'est vite dit, mais voilà, sur une toute petite surface rocheuse au milieu des forts courants du raz Blanchard, et où les tempêtes sont violentes quand il y en a évidemment. Ce phare, il a fallu 3 ans pour le construire et le faire culminer à 52 mètres de haut. Et on va finir ici au Cap de la Hague par la station SNSM. Voilà, le 3 août 1864, l'amiral Rigaud de Genouilly, ministre de la Marine à l'époque, il a créé donc la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, et la station de Goury a été bâtie 6 ans plus tard, donc elle fait partie des premières, je pense, en 1870. Alors dans ce coin-là du littoral, évidemment, avec les puissants courants et les nombreux naufrages qui ont lieu, une station de la SNSM était donc nécessaire. Alors l'abri actuel que vous voyez date de 1928. Il est de forme octogonale. En général, c'est des toutes petites maisons hein, de forme normale. Celui-là, il est octogonal. C'est lui qui a accueilli le premier canot à moteur justement. Et sa particularité d'être octogonal, en fait, ça permet d'avoir 2 rampes d'accès à la mer. Une vers le port donc de Goury, protégée par une jetée, et l'autre directement vers le front de mer. Donc en fait, quelle que soit la marée, les manœuvres étaient donc possibles 24 heures sur 24. Et dans la station, on peut voir, quand il n'est pas en mer, bien sûr, le canot de sauvetage. Et puis à côté, vous avez une petite boutique, plusieurs objets en rapport bien sûr avec la mer et la SNSM sont proposés à la vente et les fonds sont reversés à la SNSM. Alors on se trouve ici maintenant en baie des Calgrins. Alors on est à quelques kilomètres d'Oderville, du Cap de la Hague. Bon, rien de particulier à dire sur cet endroit, c'est plus pour la beauté en fait que je vous emmène ici, mais je vais quand même vous en toucher 2 mots. C'est surnommé la Petite Irlande. Bon voilà, ces paysages assez similaires aux côtes irlandaises. Alors l'étymologie viendrait des moulins
où l'on écale les grains, donc écale-grains, voilà, ils n'ont pas été cherchés bien loin. Bon, c'est tout un enchaînement de champs, hein, en particulier, occupés par du bétail, mais aussi des petits moutons. Je vous laisse surtout profiter des magnifiques paysages proposés là. Bon, le temps n'était pas terrible à ce moment-là, mais c'est même parfois aussi joli par temps de tempête. On finit maintenant cette balade avec le nez de Jobourg. Pareil, un endroit très visité par les touristes, et puis voilà, même nous qui sommes du coin, on aime bien aller se balader le dimanche ici même, hein, c'est très agréable. Quand il fait un peu de soleil, c'est vrai que ça en vaut la peine. Le nez de Jobourg, c'est un promontoire rocheux, voilà, c'est la zone géologique la plus ancienne du Cotentin, qui date de 2 milliards d'années, donc ça fait quand même une trotte que c'est là. Donc par beau temps, hein, ça donne un super panorama sur une bonne partie de la côte ouest du département et même sur les îles anglo-normandes, même de Goury d'ailleurs où on était tout à l'heure. Les falaises ici, elles culminent à 128 mètres de haut. Elles sont parmi les plus hautes d'Europe, c'est pas rien. Il y a des grottes aussi que l'on peut visiter accompagné d'un guide. Alors, surtout ne pas y aller tout seul, et notamment à cause à cause de la marée, qui peut vous piéger à l'intérieur de la grotte. Il y a une légende qui dit que les grottes permettaient d'accéder au village de Jobourg situé à quelques kilomètres d'ici, et en fait aurait servi aussi de cachette aux contrebandiers arpentant le sentier des douaniers. Donc comme je vous disais, le nez de Jobourg est très visité, hein, c'est le second site naturel le plus visité dans la Manche après le Mont-Saint-Michel. Voilà les amis, c'est sur ces magnifiques images qu'on va se quitter. Donc j'espère que vous avez apprécié cette balade dans la Hague. Alors c'est qu'une première partie, hein. La Hague est quand même assez importante, il y a pas mal d'endroits encore à voir. En tout cas moi j'ai kiffé faire la balade avec vous. Moi je redécouvre à chaque fois des endroits que je connais bien mais que je kiffe revoir, quoi. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. On n'hésite pas à laisser un pouce, un commentaire, à s'abonner à la chaîne, voilà, si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouvera dans une prochaine balade. Salut!